la surface de la Terre, la température descend d'1 degré Celsius à mesure que l'altitude monte de 150 mètres. Comparé à d'autres régions sous la même latitude, la température du plateau Tsing Rai Tibet, dont l'altitude moyenne dépasse les 4000 mètres, est largement inférieure. Cependant, la haute altitude y apporte une exposition au soleil plus abondante. La forte exposition compensant l'insuffisance d'énergie, la végétation est vigoureuse et le plateau plein de vie. Les rues de Lhasa sont toujours très animées, même en hiver. Située sur une plaine dans la vallée, cette ville bénéficie d'une exposition au soleil de plus de 3000 heures par an, d'où son surnom de Ville-Soleil. Ici se côtoient vie moderne et tradition ancestrale. Nombreuses sont les natifs de Lhasa qui commencent leur journée avec un thé sucré. Un breuvage cuit avec du thé noir et du lait. On prend un verre, on s'assoit à sa place habituelle et on pose la monnaie sur la table. Personne ne songe à vérifier les comptes. Même les étrangers bavardent entre eux comme des amis. L'argent des uns et des autres est mélangé. Ils deviennent amis tout en savourant leur thé. Plus tard, ils mangent un bol de nouilles tibétaines et chacun part vaquer à ses affaires. Le beau temps à Lhasa est dû à l'influence d'une chaîne de montagnes. L'Himalaya, pays de glace et de neige, est le point culminant de notre planète. Il abrite des ravins profonds qui forment des canaux pour le passage des courants chauds et humides. Malgré l'humidité, ces canaux sont très ensoleillés. Dans l'un des ravins, des Sherpas sont en train de transplanter des plantules. La majorité des Sherpas habitent au Tibet, au Népal et aussi en Inde. Ce qu'ils plantent est un millet appelé millet à pattes de poulet. L'abeille des falaises qui vit dans l'Himalaya est la plus grosse du monde. Elle est capable de voler jusqu'à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer pour trouver des fleurs vivaces sur le plateau. Leur ruche, perchée sur une des plus dangereuses falaises de la vallée, dépasse souvent 2 mètres de diamètre. Deux rivières se croisent et se heurtent, provoquant d'énormes vagues. 200 mètres plus haut et accroché à un gigantesque nid d'abeilles que personne n'a jamais touché. Les Sherpas sont le groupe ethnique qui compte le plus de personnes dans le monde à avoir grimpé au sommet de l'Everest. Chaque année,
Nima doit collecter des ruches dans la montagne, non pas pour le miel, mais pour accomplir une importante mission. Même les collectionneurs de miel les plus avertis du village ont peur d'aller à cet endroit. La mission sacrée les a incités à prendre une décision périlleuse. De mémoire, seules 2 ou 3 personnes ont réussi à atteindre cet endroit. Un bambou qu'ils ont coupé sert d'outil. Faire de la fumée est très important pour éloigner les insectes. Il faut préparer la fumée avant que les abeilles ne s'en aperçoivent, sans quoi les conséquences pourraient être catastrophiques. Les abeilles de falaise de l'Himalaya sont les plus agressives et virulentes par rapport aux autres espèces d'abeilles mellifères. À cet instant, il commence à pleuvoir. La torche est éteinte et la fumée étouffée. Avant que le travail ne débute, toute la colonie d'abeilles est irritée. Privés d'un écran de fumée pour les protéger, attaqués par des milliers d'abeilles, c'est exactement la situation que les anciens connurent dans le passé. Il pleut de plus en plus fort. La deuxième torche s'éteint aussi. La pluie diluvienne rend la rivière hostile en un rien de temps. Et le vent s'intensifie aussi dans la vallée. La troisième torche. Si celle-ci ne s'allume pas non plus, ils seront obligés de renoncer à l'opération car la nuit va bientôt tomber. La ruche et le miel doivent être traités durant la nuit. Voilà leur mission, récolter cette cire d'abeille dorée et de grande qualité. Cet endroit est situé dans la zone frontalière entre la Chine et le Népal. La cire d'abeille de Nima sera vendue à des Népalais.
Katmandou, centre de fabrication mondiale d'effigies de Bouddha. La cire d'abeille dorée est utilisée par les artisans pour confectionner des moules pour les statues de Bouddha. Les statues réalisées avec une cire d'abeille de l'Himalaya de grande qualité ont une peau plus fine et plus brillante. Toutefois, cette espèce d'abeille est toute différente à un endroit dans l'Himalaya. Ici, si les abeilles s'installent dans une famille, cela signifie que la chance sourit à cette famille. Le père de famille joue avec son enfant dans la cour, mais les abeilles sont très calmes. Les abeilles ne commencent à s'agiter que quand le maître du lieu fait du tapage. Mais elles ne l'ont jamais attaqué. Un jour, entre l'automne et l'hiver, les abeilles ont déguerpi brusquement, laissant derrière elles leur nid plus qu'à moitié rempli de miel. Ils essaient autant que possible de ne pas abîmer le nid d'abeilles, espérant que ces mouches à miel reviendront l'an prochain. Avec quelques efforts, la famille peut profiter du miel, qui est l'essence même de la nature. L'Himalaya a nourri les abeilles les plus agressives, mais aussi les plus généreuses. Au bord du fleuve Yarlung Tsangpo, on trouve une pente assez douce. Des fleurs s'y épanouissent. Les chèvres semblent détester ces fleurs, qui ont en effet un nom assez effrayant, le gelsemium. Quoique toxique, cette herbe revêt, aux yeux de Dorji, une grande utilité. La racine de l'herbe qui contient la toxine est juste la partie dont Dorji a besoin. Cuite, puis broyée, la racine du gelsemium est transformée en pâte à papier.
Le village de Lasso où habite Dorzi possède une histoire de 1300 ans dans le domaine de la fabrication du papier. Le papier tibétain, qui est fabriqué avec du gésenium comme principal ingrédient, est souple et solide. Résistant aux mites et aux variations de couleurs, le papier peut être conservé longtemps. Ici, le papier se verra offrir une nouvelle vie. Aujourd'hui, le plus important usage du papier tibétain est associé à l'impression par planche gravée qui possède aussi une très longue histoire. Plus de 300 000 planches gravées et la plus grande partie des livres classiques de la culture tibétaine sont conservés à l'imprimerie des canons bouddhiques de Deghe. Les livres sont entièrement imprimés à l'aide de planches gravées. Tôt le matin, la porte est ouverte. Les feuilles de papier qui ont été séchées à l'air durant la nuit sont amenées dans la cour. Le papier va bientôt rencontrer les planches d'impression. Le papier, les planches d'impression et le cœur serein et heureux. Un coup de brosse, un coup d'impression, c'est l'équivalent de la pratique du bouddhisme. Les feuilles imprimées de textes sacrés sont découpées, polies, teintées, puis brochées. Dès lors, le papier va devenir un objet d'adoration pour les pratiquants.
Dans une région qui culmine à plus de 4500 mètres d'altitude, presque aucune culture agricole ne peut pousser. Pourtant, la population y cultive une plante locale, la plus tenace et aussi la plus importante du plateau, l'orge d'hiver. Dangla Lumtso, le plus grand lac sacré de la religion antique, le Bon. Il y a 1 millier d'années, ce lieu fut le centre du fameux royaume Changchun. La vaste surface du lac et les montagnes adjacentes qui dépassent 4500 mètres d'altitude forment un microclimat doux et humide. Sur une petite étendue de terre, près du lac sacré, sont réparties des centaines de parcelles de champs agricoles. Ces lopins de terre ne sont pas grands, mais possèdent chacun un nom, tel que Queue du renard, là où la lune se lève. De là, on peut voir combien les propriétaires sont attachés à cette terre. La terre étant précieuse, on doit naturellement faire le meilleur usage de chaque pouce. Aussi a-t-on créé dans le village un poste spécial, chef des champs. Le père du chef des champs d'Ordzi a été chef des champs et son grand-père l'a été aussi. Tôt le matin, Dordzi arrive devant une vieille demeure du village et cherche minutieusement avec sa main un point particulier sur le mur. Adossé contre ce point, il regarde vers un autre point. En fonction du calendrier antique, Dordzi calcule mentalement et choisit une date importante. La mission principale du chef des champs est la gestion de l'eau. Quoiqu'à portée de main, le lac Dangra Lumtso, lac sacré, est aussi un lac salé. Son eau ne peut être utilisée pour irriguer les champs. Toute l'eau utilisée dans le village provient de la neige fondue. Au printemps a lieu une grande cérémonie qui marque le début des labours. Le festival est ponctué de célébrations et de prières avant le démarrage du labourage et du semis. Toutes les familles apportent de l'alcool d'orge. Assis dans le réservoir d'eau du village, les villageois écoutent Dordzi faire le bilan de la récolte de l'année dernière et présenter le plan pour l'année en cours. L'eau de vie d'orge mélangée est répandue vers le ciel. Le festival commence. Qui est le plus fort? Il place de grosses pierres au milieu du réservoir.
Des pierres sont empilées, formant une colonne qui est ensuite attachée avec des hadas. Les gens saupoudrent le chef des champs de Tsampa en guise de vœu pour une bonne récolte de l'année en cours. Mais Tsomo, qui a 80 ans, s'est endormie. Elle se fait du souci pour sa sœur jumelle. La sœur de Tsomo, Wangmo, est l'objet de toutes ses préoccupations. Wangmo est une fervente pratiquante. Il y a une vingtaine d'années, elle est venue toute seule au lac sacré pour pratiquer le bon. Entre-temps, elle n'est retournée au village qu'une seule fois. Wangmo tourne autour de la montagne sacrée au bord du lac tous les jours. Les deux sœurs ne se sont pas vues depuis 6 mois. Ayant appris que sa sœur n'est pas en bonne santé ces derniers temps, Tsomo est très préoccupée. 그게 싫어. 하나님은 몰리게 몰리 제주다 무슨 다당 무슨 가다세 마다 카마다 어떠니 저렴한 알아서 다 겨졌다 내려서서 내가 겨도 독톱시 저다 길아를 됐대 같이 나이에 니가 그 주제를 지게 너도 많이 이게 이렇게 또 냥투 어떻게 참 너꼭 갖다 다니잖아 꼭나 배에 야가 싶어 너바지 피 죽었어 이랬어 정도 잘해 다시 알아 이제 나서 상대랑 나서 아 되었어 나 뒤에서 얌라도는 사실 받쳐서 약도 또 됐어 내 때비 야는 붙여라고 해 Au bord du lac, les deux sœurs semblent avoir beaucoup à se dire. 정말 깔라끌라게 살레첼레서 오늘도 뭐지 게르면 아 세바나바타 밀리테잠체 Le lendemain du coup d'envoi du festival, la cérémonie continue avec l'ouverture de la vanne pour arroser les champs.
Les semences retournent une fois de plus à la terre. L'orge d'hiver, une céréale très ancienne unique sur le plateau du Tsing Rai Tibet. Maintenant, il en existe environ 70 variétés différentes. Placée dans une étroite vallée, la terre alimente les rêves de l'homme. À Jentang, la collecte de ruches est finie. Les gens ont aussi achevé la confection des statues de Bouddha. 4 mois se sont écoulés. Maintenant, il est temps de préparer la moisson qui commencera bientôt. Le millet à pâte de poulet, cette céréale qui se présente sous la forme d'une pâte de poulet, recèle une énergie vitale spéciale. La moisson annuelle commence. Après un an d'efforts, le millet est récolté et la majeure partie transformée en eau de vie par les femmes avec un soin tout particulier. On la dilue avec de l'eau bouillante et on la boit à l'aide d'une paille. C'est la boisson favorite des hommes. Quand la moisson touche à sa fin, quelqu'un achève aussi la construction de sa nouvelle maison dans le village. Ainsi commence une fête qui durera 3 jours et 3 nuits. Le plus important élément de cette fête est l'alcool de millet à pâte de poulet. Après avoir bu de l'alcool, ces hommes, qui ont une natte, chantent et dansent à cœur joie, sans répit. Cette dame de 92 ans boit aussi. Plusieurs pailles sont plantées dans un même pot. Tout le monde boit et s'enivre ensemble. La moisson finie, les gens vont marcher une journée entière pour pénétrer au fond de la forêt à la recherche d'une source thermale mystérieuse. Cette source est dotée de 9 grottes naturelles. Ici, les travailleurs se débarrassent de la fatigue cumulée durant l'année.
Un secret est transmis de génération en génération. Si on n'éprouve pas de respect envers cette source, l'eau refroidira. Voilà le fin fond du toit du monde. Les hommes travaillent et vivent ici, riches des offrandes de la nature. Cette terre au cours moyen de Yarlung Tsampo est parsemée de dunes. Le niveau d'eau de la rivière varie d'une saison à l'autre. Le volume d'eau est faible en hiver, découvrant ainsi le lit de la rivière. Le vent glacial sur le plateau soulève sans relâche des grains de sable, formant des dunes sur la berge au relief doux. Sonam, un responsable de la lutte contre le sable, arpente ces dunes tous les jours. C'est un gigantesque programme national. La bataille contre le sable ne peut pas être gagnée du jour au lendemain. 이 당고대 전부 주네 전부디 출된 야구 잡다가 된 신에엔 서울 공들이 시 뒤교제티 이 당이야인 그런 주갈 또래에 빈도디 또래에 됐어 리아죠 Certes, ce n'est pas difficile de puiser de l'eau sous le sable, mais la tuyauterie est souvent bouchée par le sable. L'eau ne peut donc pas être emmenée plus loin jusqu'aux dunes. Heureusement, il existe d'autres méthodes pour lutter contre la désertification. Ils circonscrivent d'abord les dunes avec des peupliers et des saules, puis quadrillent ces dunes à l'aide des brindilles de bois, avant de rependre ces semences d'arbrisseaux à l'intérieur de ces quadrillages. Sous le soleil éblouissant, les travailleurs ont transformé les dunes en tableaux. Parfois, Sonam visite les arbres qu'il avait plantés dans sa jeunesse et écoute ces arbres murmurer. « 30 ans se sont écoulés. Sonam ne se souvient plus combien d'arbres il a plantés. Il est convaincu que cette vallée deviendra un jour une dense forêt.
Cette terre sur le plateau produit aussi un matériau de construction unique, la glaise aga. Le pilonnage de la glaise aga, le processus qui consiste à mélanger la glaise avec des graviers pour former ou un plancher. Les équipes de personnes plus âgées sont chargées de compacter graduellement les graviers. Après avoir été mixée à l'eau, la terre glaise est compressée longtemps à grands coups énergiques. Ce processus est aussi appelé façonnage par 10 000 coups de marteau. Chaque parcelle de surface nécessite de subir ce traitement pendant au moins 7 ou 8 jours. Le processus consiste à laisser sécher, arroser, battre sans arrêt. Le toit confectionné avec la glaise aga est très solide. Même si une poutre casse, le toit ne s'écroulera pas. Les jeunes gens dans les équipes de pilonnage de glaise aga agrémentent cette activité des couleurs modernes. Durant ce travail, l'essentiel n'est pas le contenu des chants, mais le sentiment de liberté des mains et des pieds et la joie qui emplit les cœurs. Selon les Tibétains, la glaise aga n'est ni une pierre ni de l'argile, mais l'essence même de la terre.